Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la Cour de cassation ivoirienne se déclare compétente pour juger l'affaire impliquant Guillaume Soro. La plus haute juridiction du pays a ouvert ce 17 janvier la première audience de ce dossier dans lequel l'ancien président de l'Assemblée nationale est accusé de détournement de fonds publics. Au Tchad, l'objectif numéro 1 est la diversification de l'économie, une politique qui commence à avoir des retombées positives. Le secteur agropastoral notamment attire de plus en plus de jeunes entrepreneurs, comme nous allons le voir dans la suite de ce journal. Et puis des pneus et des palettes transformés en meubles, c'est la spécialité de l'artisan nigérien Hassan Ag Midal. Une manière pour lui également de sensibiliser les Nigériens aux questions du recyclage et de la gestion des déchets. Mais tout d'abord, au moins 4 personnes ont perdu la vie ce samedi 18 janvier dans l'attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, la capitale somalienne. L'attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab, affiliés à Al-Qaïda. Selon plusieurs sources, dont les Shebab, la cible de l'attaque était un conteneur utilisé par des ingénieurs turcs travaillant sur le chantier de construction d'une route. Plusieurs d'entre eux ont été blessés. La police somalienne a ouvert une enquête. Nouveau rebondissement dans l'affaire Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. La Cour de cassation a décidé de mener l'instruction sur le dossier qui vise l'ancien président de l'Assemblée nationale et certains de ses proches. Il s'agit de faits portant sur le détournement de fonds publics, le recel et le blanchiment d'argent relatif à l'acquisition de sa résidence de Marcory. Une première audience s'est tenue ce 17 janvier à Ménédji. La Cour de cassation ivoirienne s'est déclarée compétente pour juger les accusations portées contre l'ancien chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro. Il s'agit des faits portant sur le détournement de deniers publics, recel et blanchiment de capitaux relativement à l'acquisition illégale de sa résidence de Marcory en Côte d'Ivoire. À l'audience qui a eu lieu vendredi 17 janvier 2020, la juge Camara Nanaba Chantal a rejeté les exceptions soulevées par la défense de l'ex-premier ministre. Cette affaire s'est faite au moment où M. Soro Guillaume était Premier ministre. Donc, M. Soro Guillaume ne peut pas être jugé par n'importe quelle juridiction. Cette haute cour de justice existe dans la Constitution, mais n'a jamais été mise en place réellement. Et donc, le procureur a demandé à ce que les magistrats de la Cour de cassation statuent sur la recevabilité. Qui peut juger Soro Guillaume en sa qualité de Premier ministre au moment de la commission des faits. Le lundi 23 décembre 2019, le procureur de la République, Richard Adou, avait enclenché une procédure judiciaire contre Guillaume Soro, ignorant son statut couplé d'ancien Premier ministre et d'ex-président de l'Assemblée nationale. Heureusement pour tous, Soro Guillaume est en France et il a requis des avocats français qui connaissent le droit constitutionnel ivoirien. Nous, on est satisfait en tant que membre de la société civile que pour une fois en Côte d'Ivoire, le droit soit dit dans la partie de l'instruction d'abord. Ça aurait été, dans les cas passés, on aurait arrêté l'individu, on l'aurait mis en prison. En sa qualité de parlementaire, les faits présumés ne sauraient être traités comme avoir été commis en état de flagrance. Bénéficiant de procédures spéciales, l'Assemblée nationale devrait se prononcer, ensuite le Conseil de magistrature qui devrait ouvrir des poursuites et donner l'autorisation à la Cour de cassation. La culture au service de la lutte contre le terrorisme. Du 15 au 17 janvier, Ouagadougou, la capitale burkinabé, a abrité une conférence des ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel sur cette thématique. L'initiative en relation avec la situation sécuritaire de l'espace s'est refermée par l'adoption d'une déclaration dite de Ouagadougou. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Faire de la promotion des valeurs culturelles une arme de lutte contre l'extrémisme violent dans la région, c'est cet acte majeur contenu dans une déclaration qui a sanctionné la conférence des ministres en charge de la culture des pays du G5 à Ouagadougou le vendredi 17 janvier 2020. Ainsi, les pays du G5 entendent désormais se servir du maillon de la culture comme une alternative à la stratégie militaire pour faire face au contexte sécuritaire. Nous, ministres en charge de la culture, réaffirmons la nécessité de la promotion des systèmes de valeurs en partage au sein de nos communautés, non seulement pour la paix, mais également pour le développement durable. Décision politique majeure attendue à l'issue de la rencontre,
La déclaration de Ouagadougou a été suivie de 2 autres appels formulés par les autorités coutumières, les artistes et les écrivains. Ces actes appellent à consacrer plus de budget au secteur de la culture afin qu'il puisse accompagner les efforts de lutte contre le terrorisme dans les différents pays. Réaffirmant ainsi notre engagement et lançons un appel aux dirigeants des pays du G5 Sahel pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent par la mutualisation des mécanismes endogènes et des expériences acquises. Impliquer l'ensemble des acteurs à la recherche de solutions durables au phénomène de l'extrémisme violent, tel était l'objectif visé par la rencontre. Les participants ont pris la résolution de travailler en étroite collaboration pour venir à bout du phénomène à la base de plusieurs attaques terroristes dans la région. Dans l'actualité également, une plateforme d'ONG congolaise œuvrant pour la défense des droits de l'homme a exigé samedi 18 janvier à Brazzaville la démission de Jean-Jacques Bouya, ministre de l'Aménagement du territoire en charge des grands travaux. Ces ONG ont dénoncé l'incompétence avérée et la mauvaise pratique des rétro-commissions au sein du ministère de l'Aménagement du territoire. À l'origine, l'effondrement d'une partie de la corniche sur le fleuve Congo à Brazzaville, la capitale, survenue il y a 10 jours. La corniche a été construite par une société chinoise pour 72 milliards de francs CFA, soit plus de 110 millions d'euros. Il s'agit de l'un des chantiers préfinancés par la Chine qui ont creusé la dette extérieure du Congo, secourue par le FMI en juillet 2019. La politique de diversification de l'économie lancée par les autorités tchadiennes en 2016 commence à porter des fruits. Les acteurs du privé explorent de plus en plus les opportunités d'investissement dans le secteur agro-pastoral, un secteur pourvoyeur d'emplois pour les jeunes et qui contribue à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans les zones rurales, notamment dans la région du lac Tchad, une localité en proie aux attaques terroristes. Reportage de notre correspondant Mahamad Ramadan, commentaire à Ménéji. Au Tchad, le secteur agropastoral attire de plus en plus les jeunes entrepreneurs ces dernières années et crée des opportunités d'emploi. C'est le cas par exemple du groupe Wadi Koundi et de Sojek Tchad qui ont exploité cette saison une superficie de 400 hectares dans la région du lac Tchad et a récolté environ 2000 tonnes de maïs. Une production qui a contribué à baisser les prix de farine sur les marchés locaux de cette région en proie aux attaques terroristes. Nous recrutons les jeunes au niveau local pour les former et les embaucher sur place. Pour l'instant, nous produisons de manière artisanale, mais nous comptons moderniser nos activités et transformer nos produits destinés à l'exportation. Les légumes, comme les tomates par exemple, ont besoin d'équipements de conservation. Les investissements agricoles de ces deux entrepreneurs créent des milliers d'emplois saisonniers au profit des jeunes et contribuent à lutter contre l'insécurité alimentaire dans le monde rural. Des initiatives saluées par les autorités locales qui estiment que l'exploitation des terres permet de lutter contre l'extrémisme violent, souvent accentué par la pauvreté. Grâce à ces sociétés, nous avons maintenant des superficies aménagées pour cultiver en toute saison. Des milliers de personnes ont trouvé du travail sur place, ce qui limite un peu l'exode rural des jeunes. Ces produits agricoles sont également vendus au prix subventionné dans les marchés locaux. Nous encourageons l'entrepreneur Saleh Ababakar à faire davantage. Pour rappel, les autorités tchadiennes ont lancé un programme de diversification économique en 2016 pour promouvoir les investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage afin de faire face à la crise économique causée par la chute des prix du pétrole brut sur le marché mondial. Les 17 et 18 janvier 2020, plusieurs chefs et anciens chefs d'État, ainsi que le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, étaient réunis à Lomé, la capitale togolaise, dans le cadre d'un sommet dédié à la lutte contre le trafic des médicaments falsifiés et de qualité inférieure sur le continent africain. Un trafic qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, provoque chaque année la mort de plus de 100 000 personnes en Afrique. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi.
Au Togo, entre juin 2018 et juin 2019, 67 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits ont été incinérées. Malgré la riposte, la commercialisation des médicaments contrefaits prend de l'ampleur. Au grand marché de Lomé, des antalgiques, des antibiotiques ou encore des antipaludéens sont exposés sur les étalages malgré le danger que cela présente sur la santé des populations. Les faux médicaments nous aident à nous soigner. Si tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôpital, avec 200 francs CFA, tu peux te soigner. La vraie question, c'est qui fait venir ces faux médicaments? Qui les vend? Qui les commercialise? Il faut prendre le problème par le début. Là, mais si c'est sur l'étalage du marché, la bonne dame elle va acheter parce qu'elle n'a pas le moyen d'aller à la pharmacie. En Côte d'Ivoire, par exemple, la saisie de 400 tonnes de faux médicaments avait représenté pour l'industrie pharmaceutique une perte d'environ 169 millions de dollars. Si ce commerce fleurit en Afrique, c'est surtout dû à la pauvreté des populations. La solution n'est pas d'aller à la rue, la solution n'est pas de laisser un crime pareil continuer par se développer dans nos pays. Quand on va à la rue, on aggrave non seulement son état de santé, mais on finira par dépenser beaucoup plus si on a la chance de pouvoir se soigner. Afin de juguler le phénomène, les experts de la santé encouragent la fabrication des produits génériques dans les États africains, la mise en place d'une couverture santé universelle. Parvenir à criminaliser ce trafic de faux médicaments, c'est également l'autre défi des États africains dont très peu parviennent à appliquer les réglementations en vigueur. En Afrique, les faux médicaments sont responsables de 100 000 décès chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé. Rencontre à présent avec l'artisan nigérien Hassan Agmidal. Sa spécialité, le recyclage de pneus et de palettes qu'il transforme en mobilier de maison. Une manière pour lui également de sensibiliser ses concitoyens sur la question écologique. Un portrait de Sadoualiz Mokhtar. Redonner vie aux pneus et aux palettes jetés dans la nature, c'est le quotidien de Hassan Agmidal. Alors que les pneus et palettes sont jetés aux ordures, Hassan et ses 3 autres employés les transforment en de magnifiques mobiliers d'intérieur et d'extérieur de maison. Tables basses, canapés, armoires et mobiliers sont entre autres ses fabrications qu'il met sur le marché à un prix variant de 10 000 à 35 000 francs CFA. J'étais parti au marché chercher des tables, des canapés, et je vois que c'est cher et c'est pas tellement solide. Et là j'ai dit, bon, j'ai décidé de me faire une table. J'ai récupéré des palettes et là j'ai commencé à découper et j'ai vu que ça marche. Et les gens, quand ils me rendent visite, ils voient ça, ils disent c'est intéressant. J'ai commencé à développer. Et là, c'est le recyclage est rentré dans ma tête. Pourquoi pas recycler? Donc, je commençais d'abord par les palettes, et les tourelles. Les tourelles, j'en fais des tables. Les palettes, j'en fais des canapés. Autodidacte, ce passionné du recyclage a pendant près de 2 ans fait de ce travail de récupération une activité à part entière. Ainsi, cette passion d'Hassan pour le recyclage devient ensuite une entreprise locale. Aujourd'hui, il est devenu une référence en matière de recyclage à Niamey. Le restaurant Teguedez, elle consomme tout ce qui est recyclage, et par exemple les palettes et les pinets. Ça, c'est le nouveau modèle qui vient de sortir. Dès qu'il y a un nouvel modèle qui vient de sortir, on fait appel à Hassan pour qu'il nous amène ça ici au restaurant Teguedez. Dans l'avenir, Hassan espère pouvoir faire profiter les jeunes Nigériens de son savoir-faire. Un projet de formation destiné aux jeunes est dans son pipeline afin de leur transmettre le goût du travail dans le recyclage. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.